Sous le soleil éclatant du Sahel, une scène improbable s'est jouée. Des champs jadis stériles vibrent à nouveau. En 2025, un pacte de 9 milliards de dollars a uni le Burkina Faso, le Mali et le Niger à l'Inde et au Vietnam. Deux chiffres, 9 milliards, 40% des nombres capables d'inverser un siècle de dépendance. Ibrahim Traoré pose alors la question. Et si la souveraineté ne se mesurait plus en or, mais en grains, ce pacte sur le riz ne promettait pas seulement des récoltes. Il annonçait une transformation du pouvoir. Pendant des décennies, les nations du Sahel dépendaient des prêts pour importer ce qu'elles pouvaient cultiver elles-mêmes. Désormais, l'Afrique du Centre et de l'Ouest parle d'autosuffisance, d'égalité, de dignité. Le bénéfice le plus profond n'est pas économique, mais psychologique. Ne plus attendre qu'on nous nourrisse, mais nourrir nous-mêmes. Ibrahim Traoré, calme et ferme, a déclaré que l'aide déguisée en bienveillance ne serait plus la norme. Le pacte établit une passerelle entre la technologie asiatique et la terre africaine, entre l'eau du Mékong et la poussière du Sahel. C'est une promesse de souveraineté qui dépasse le riz. Un modèle capable de libérer un continent de la logique de la dette. Si l'expérience réussit, le monde devra réécrire sa carte de dépendance. La révélation est venue en chiffres simples, 14 millions d'acres irrigués, 2,6 millions d'emplois nouveaux et une baisse de 40% des importations alimentaires en 5 ans. Ces données ne sont pas de simples statistiques, elles sont le signal d'un renversement. Ibrahim Traoré, lors de la cérémonie de signature à Ouagadougou, a prononcé cette phrase devenue symbole. « Nous avons fini d'importer la faim déguisée en aide. Les caméras ont saisi son calme, mais c'est son ton qui a fissuré l'ancien ordre. L'histoire du pacte sur le riz ne commence pourtant pas dans la fanfare des sommets internationaux. Elle s'enracine dans un besoin fondamental, reprendre le contrôle de ce que l'on mange. Depuis les années 1980, les programmes d'ajustement structurel ont transformé le Sahel en consommateur dépendant. Chaque prêt, chaque condition, chaque signature renforçait la tutelle étrangère. Mais quand les premières pompes solaires indiennes ont commencé à faire verdir les plaines de Bobo-Dioulasso, la logique a changé. L'accord signé avec l'Inde et le Vietnam n'est pas un simple contrat commercial. C'est une alliance sud-sud d'un genre nouveau. Les semences vietnamiennes croisées avec les systèmes d'irrigation hybrides indiens créent un laboratoire de souveraineté partagée. Les fermiers burkinabés y voient une renaissance, les banquiers occidentaux un précédent inquiétant. Les chiffres parlent, pour chaque dollar investi, 2 reviennent désormais dans les coopératives locales. Là où le FMI voyait une ligne de crédit, Ibrahim Traoré voit un sillon. Ce contraste entre l'aide qui enchaîne et l'effort qui libère est le cœur du récit. Les greniers du Sahel ne sont plus vides, ils bruissent d'une certitude neuve. La dignité pousse à la même vitesse que le riz. Pour comprendre la portée de cette transformation, il faut suivre les pas d'un agriculteur de Bobo-Dioulasso, Ousmane Dio. Avant le pacte, il récoltait 4 sacs de riz par saison. Aujourd'hui, il en remplit 7. Sa voix, retransmise à la radio nationale, a porté plus loin que tous les discours officiels. Dans son ton tranquille se lisait la révolution silencieuse qu'Ibrahim Traoré appelait de ses vœux rendre au peuple le fruit de son travail. Dès les premiers mois, les effets se sont multipliés. Dans les villages du centre, les anciens répétaient un proverbe nouveau. Celui qui possède sa semence ne craint pas le prêteur. L'expression est devenue un mantra, un drapeau sans tissu. Dans les écoles, les enfants apprennent à tracer les canaux d'irrigation sur des cartes dessinées à la craie. Le changement n'est pas abstrait, il est visible dans chaque sac de riz portant le drapeau du Burkina Faso. Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un héros solitaire, mais comme un catalyseur d'énergie collective. Son geste de tenir un bol de riz local devant l'Assemblée nationale symbolise plus qu'une politique, c'est une rupture avec le siècle de dépendance. Là où certains voyaient un risque, lui voyait une promesse. Et la promesse a commencé à se réaliser. Les premiers convois d'exportation sont partis vers le Niger, non pas en quête de profit, mais pour annoncer une ère nouvelle, celle où l'Afrique se nourrit d'elle-même. Tout a commencé par une simple poignée de main sous le soleil blanc de Ouagadougou. 5 délégations, 2 tables, 9 milliards de dollars. Mais derrière ce geste discret, un basculement mondial se préparait. L'accord, coordonné par le Conseil de souveraineté alimentaire de l'AES, liait technologie asiatique et terres africaines dans un contrat d'égal à égal.
Ibrahim Traoré, en signant, ne cherchait pas l'applaudissement, il cherchait la continuité. Les semaines suivantes, le projet a pris corps. Des ingénieurs vietnamiens installaient les premières stations d'irrigation hybride pendant que des techniciens indiens formaient les jeunes agronomes du Sahel. À Bobo Dioulasso, les premières pompes solaires tournaient jour et nuit. Les drones de mesure cartographiaient la progression de l'eau. Chaque canal creusé devenait un acte politique. Les images des champs verts ont envahi les écrans africains, contrastant avec la poussière familière des saisons sèches. Puis vint le tournant, à Washington. Et à Bruxelles, les analystes financiers ont vu monter une alarme silencieuse. Si le pacte du riz réussissait, le paradigme du prêt, moteur du système financier international, s'effondrerait. Un mémo interne du FMI, divulgué à la presse régionale, parlait déjà d'une baisse de 2-3 milliards d'heures des décaissements prévus au Sahel d'ici 2026. Dans les couloirs du pouvoir occidental, l'inquiétude prenait la forme de diplomatie prudente. La souveraineté alimentaire, oui, mais sous supervision. Sur le terrain, cependant, rien n'arrêtait l'élan. Les villages organisaient leurs propres coopératives. Des jeunes, revenus des villes, participaient à la récolte. Les entrepôts se remplissaient, les caméras captaient des visages couverts de poussière et de joie. Les chants parlaient d'indépendance, non de profit. Ibrahim Traoré visitait les sites sans escorte excessive. Il saluait, observait, puis repartait vers un autre chantier. Le pouvoir redevenait visible dans les gestes du quotidien. C'est alors que la réaction s'est déclenchée. Des journaux européens titraient sur l'infiltration silencieuse de l'Asie en Afrique. À Washington, certains think tanks évoquaient un populisme agraire dangereux. Mais les mots ne freinaient pas la réalité. Les premières cargaisons de riz burkinabé quittaient déjà les ports du Ghana et du Niger, marquées d'un slogan simple : de nos champs à notre avenir. Chaque phase du projet semblait répondre à la précédente. Le mouvement commence, atteint son sommet, puis résonne, d'abord la signature, puis la floraison, enfin la confrontation. Les marchés internationaux, bousculés par cette indépendance inattendue, ont tenté d'imposer des contraintes tarifaires. Pourtant, sur le sol du Sahel, rien ne s'est arrêté. Quand les navires européens ont ralenti leurs exportations, les moulins burkinabés ont accéléré leur production. Les fermiers ont continué à semer, et dans chaque village, un murmure montait. C'est la première fois que le sol nous répond. Ainsi naquit la tension. Entre les rapports du FMI et les récoltes de riz, deux mondes s'affrontaient, celui des chiffres du crédit et celui des mains couvertes de terre. Les chiffres forment désormais le cœur du récit, comme des battements réguliers dans la poitrine d'un continent. En 2025, 14 millions d'acres irrigués. En 2026, déjà 16. La productivité moyenne du riz burkinabé a augmenté de 68% selon les données consolidées du Conseil de souveraineté alimentaire. Ce n'est pas un miracle, c'est une équation. Plus d'eau, plus de contrôle local, plus de revenus directs. Chaque hectare produit désormais 89 tonnes de riz, soit l'équivalent du rendement moyen du delta du Mékong. Du manque à la maîtrise, une progression vers la maîtrise. Les effets multiplicateurs sont visibles. 2,6 millions d'emplois, pas seulement dans les champs, mais aussi dans la logistique, la mécanique et la transformation. Chaque emploi génère en moyenne 2,3 emplois indirects selon l'étude conjointe AES-Inde. Dans les marchés de Ouahigouya, les prix du riz local ont chuté de 24% en un an, tandis que la dépendance aux importations a reculé de 37%. Les familles consacrent désormais moins de 12% de leurs revenus à l'achat de riz, contre 20% avant le pacte. Les données ne sont pas que des indicateurs. Elles racontent un basculement social. Dans les zones rurales, la scolarisation a grimpé de 9 points. Les coopératives féminines, soutenues par les programmes de formation vietnamiens, dirigent déjà 60% des silos communautaires. Un audit du ministère de l'Agriculture burkinabé en 2027 a relevé une augmentation de 40% des revenus des ménages agricoles. Ibrahim Traoré, dans un discours sobre, a résumé cette phase : ce n'est pas un miracle économique, c'est la logique du respect appliqué au travail. Mais le succès des chiffres attire toujours l'ombre des calculs extérieurs. Une note confidentielle du FMI a averti d'une contraction projetée de 2,3 milliards d'heures de flux de crédit au Sahel si le modèle AES continue.
L'Union européenne, elle, redoute une perte de 17% de ses exportations agricoles vers l'Afrique de l'Ouest d'ici 2026. Les courbes financières se croisent avec les cartes de récolte. Plus le vert s'étend sur les images satellites, plus les flèches rouges de risque budgétaire apparaissent sur les rapports. Pourtant, dans les bureaux du ministère à Ouagadougou, une idée nouvelle circule. Mesurer la richesse, non par le crédit reçu, mais par la nourriture produite. Ce changement de métrique, du dollar au grain, est peut-être la révolution la plus silencieuse. Les fermiers ne consultent plus les taux d'intérêt, mais les cycles de lune. Le sol devient le tableau de bord. Ibrahim Traoré répète que l'Afrique doit apprendre à lire ses propres indicateurs. Là où le FMI voit une perte de levier, le Burkina voit un gain d'autonomie. Là où les institutions craignent la volatilité, les villages observent la stabilité des repas. La souveraineté ici ne se compte plus en pourcentage, mais en visages rassasiés. Et c'est dans cette inversion du langage que le pouvoir change réellement de main. Les critiques n'ont pas tardé. À Washington, certains économistes affirment que le pacte du riz repose sur un nationalisme romantique voué à l'échec. Selon eux, les rendements africains dépendront toujours de la technologie extérieure et du financement international. Ils citent les précédents des années 90, quand les réformes agricoles avaient échoué faute d'infrastructures durables. L'autonomie alimentaire, disent-ils, ne protège pas des sécheresses ni des marchés mondiaux. Mais les défenseurs du projet répondent avec des faits. D'abord, la technologie n'est pas imposée, elle est partagée. Les ingénieurs vietnamiens et indiens travaillent côte à côte avec les agronomes africains dans un transfert de compétences horizontales. Ensuite, les infrastructures créées ne sont pas temporaires. Elles appartiennent aux États et aux coopératives locales. Plus encore, le modèle AES repose sur un financement hybride, combinant ressources publiques et contributions communautaires. Cela change tout. Le capital est enraciné dans le sol, pas dans un compte étranger. Un second argument sceptique invoque la fragilité politique. Que se passera-t-il si le pouvoir change, si Ibrahim Traoré quitte la scène ? Là encore, la réponse tient dans la structure. Le Conseil de souveraineté alimentaire, à rotation biennale, garantit la continuité. Le projet n'est pas une politique d'un homme, mais une architecture de long terme. Enfin, les adversaires brandissent le risque d'isolement. Couper les liens financiers avec le Nord pourrait, selon eux, priver le pays d'accès au marché. Pourtant, les données contredisent cette peur. Les échanges régionaux ont augmenté de 28% et de nouveaux corridors sud-sud émergent. La coopération n'est pas terminée, elle s'est simplement déplacée. Ibrahim Traoré a résumé ce dilemme d'une phrase qui résonne comme un verdict. Nous ne refusons pas le monde, nous refusons la tutelle. Entre dépendance et isolement, il choisit la voie médiane, celle de la dignité connectée. Une nation qui se nourrit elle-même ne peut plus être contrôlée. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré lors d'un discours improvisé devant les caméras nationales, a gelé la salle pendant 10 secondes. Elle n'était ni une menace ni une promesse, mais une équation nouvelle entre pouvoir et autonomie. À ce moment-là, l'histoire du pacte du riz a cessé d'être un projet agricole. Elle est devenue un manifeste politique. Dans les villages, les gens gravaient la devise « Nourris-toi d'abord » toujours sur les murs, tandis que les réseaux sociaux africains s'enflammaient autour des hashtags « Le riz ceste la liberté » et « Nourrissez-vous vous-même ». L'enthousiasme populaire contrastait avec la crispation diplomatique. À Bruxelles, un rapport interne de l'Union européenne alertait sur la perte de 45% du levier d'exportation vers l'Afrique de l'Ouest. À Washington, un analyste du Trésor écrivait que un continent qui cesse d'emprunter cessera bientôt d'écouter. Mais pour le Burkina Faso, ces mises en garde sonnaient comme des aveux. Le monde reconnaissait enfin que son autonomie avait un prix et une valeur. Cette révélation du milieu a scellé le ton du reste de l'histoire, calme, lucide, irréversible. Les conséquences du pacte se sont matérialisées en 4 cercles concentriques, comme les rides d'une pierre tombée dans l'eau. Pour les nations du Sahel, un souffle de stabilité nouvelle se lève. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont gagné une stabilité alimentaire inédite. En 3 ans, la facture des importations de riz a diminué de 39%. Les réserves stratégiques sont passées de 90 jours à 160 jours de consommation nationale. Les ports d'Abidjan et de Lomé,
autrefois saturés de cargaisons étrangères, reçoivent désormais du riz africain destiné à la redistribution régionale. L'alliance AES est devenue un pôle de confiance économique. Ibrahim Traoré y voit la preuve que la souveraineté peut être mesurée en tonnes, pas en traites bancaires. Pour les entreprises locales, un marché intérieur vibrant se dessine. La dynamique a créé un marché intérieur vibrant. 3 usines de transformation gérées par des coopératives d'État fonctionnent à plein régime, générant 1,2 milliard de dollars de valeur ajoutée annuelle. Les petites entreprises locales, de la réparation mécanique aux transports agricoles, prospèrent autour du nouveau réseau d'irrigation. Les investisseurs asiatiques, eux, ne cherchent plus à extraire mais à co-développer. Ils forment, adaptent, partagent. Pour les citoyens, la vie change doucement, au rythme des récoltes. La vie quotidienne a changé subtilement. Les marchés sont pleins, les prix sont stables et les jeunes retournent à la terre. Dans les zones rurales, les femmes dirigent la majorité des nouvelles associations agricoles. La scolarisation des filles a augmenté de 14% dans les régions irriguées. Et dans chaque foyer, le bol de riz local est devenu un symbole de fierté nationale. Et pour la région tout entière, une onde d'influence traverse les frontières. Le pacte a déclenché un effet domino. Le Mali a lancé son initiative Blé de liberté et le Niger a inauguré 800 nouveaux villages solaires pour étendre l'irrigation. Même au Ghana, des ministres observent le modèle AES avec curiosité prudente. L'Afrique de l'Ouest se découvre une voie commune, mais à mesure que le succès s'étend, la résistance se durcit. Les assureurs maritimes ont augmenté de 18% les tarifs sur les exportations africaines. Les banques occidentales retardent les paiements sous prétexte de vérification de conformité. Ce ne sont pas des sanctions officielles, mais des représailles invisibles. Face à cette pression, Ibrahim Traoré reste impassible. Nous avons survécu à la sécheresse, nous survivrons à la tempête financière. Ces mots, repris à la radio nationale, sont devenus un refrain. Le peuple les chante comme un serment. Et quand, dans les villages, les sacs de riz sont marqués des mots « De nos champs à notre avenir », chacun comprend que le pacte a déjà porté ses fruits. Les prochains mois seront décisifs. 3 trajectoires se dessinent, 3 miroirs de l'avenir possible. Dans la voie la plus mesurée, le Burkina Faso consolide ses gains agricoles et maintient la croissance actuelle. Les infrastructures d'irrigation atteignent leur pleine capacité, les coopératives stabilisent leur chaîne de distribution. La pression financière extérieure demeure, mais le pays s'adapte. Le FMI réduit discrètement son exposition, tandis que les échanges régionaux compensent la perte de crédit. L'Afrique de l'Ouest s'installe dans un nouvel équilibre fragile, où la fierté et la prudence coexistent. Dans une perspective plus optimiste, si les rendements se maintiennent et que les alliances sud-sud s'élargissent, le modèle AES pourrait générer un surplus commercial net dès 2027. Les nouvelles industries de transformation du riz deviendraient un moteur régional, ajoutant 3 milliards de dollars au PIB combiné du bloc. L'Union africaine pourrait alors adopter un cadre de souveraineté alimentaire partagée, transformant le succès du Burkina Faso en feuille de route continentale. Ibrahim Traoré deviendrait, dans les faits, le visage d'un non-alignement économique fondé sur la dignité, mais dans un scénario plus sombre, les pressions économiques s'intensifient. Hausse des primes d'assurance, pression diplomatique, perturbations logistiques. Les tensions internes augmentent entre partisans du modèle communautaire et anciens technocrates attachés au circuit d'aide. Dans cette hypothèse, le pays pourrait connaître une contraction temporaire de 2% du PIB et un ralentissement des investissements étrangers. Mais même dans ce cas, la population resterait majoritairement fidèle au projet, car l'idée d'indépendance, une fois semée, ne s'arrache plus. Quel que soit le scénario, le cap reste clair. Nourrir avant d'emprunter, produire avant de dépendre. Ibrahim Traoré le répète souvent, la liberté n'est pas un événement, c'est une culture à entretenir. Et cette culture commence dans le sol. Le monde observe, inquiet ou admiratif. Mais dans les rizières de Wahigouya, personne ne regarde les marchés. Les regards se portent vers la prochaine saison, là où les semences attendent déjà. Au-delà des statistiques, l'histoire du pacte du riz se lit dans les visages. Dans les marchés de Ouagadougou, les rires reviennent avec le bruit des balances.
Les sacs de riz locaux portent non seulement un logo, mais une promesse. Produit par nous, pour la génération de Trésor, 14 ans, qui aide sa mère à vendre chaque matin, c'est la première fois qu'il sait d'où vient la nourriture sur leur table. Les enseignants racontent que les élèves citent désormais Ibrahim Traoré dans leur rédaction, non comme un chef d'État lointain, mais comme une figure qui a prouvé que la fierté pouvait se cultiver. Dans les campagnes, les femmes jouent un rôle central. Elles dirigent plus de la moitié des coopératives. Leurs réunions, jadis consacrées au crédit de survie, servent maintenant à planifier les récoltes et les ventes. Pour les jeunes urbains, le pacte représente une autre forme de retour, celui de l'espoir concret. Les départs vers l'Europe ont diminué de 18% depuis 2026, non pas par peur, mais par choix. Ici, je peux construire quelque chose, confie un ancien migrant revenu de Sicile. Cette phrase, simple et puissante, incarne le véritable succès du programme, transformer la résignation en responsabilité. Là où les programmes d'aide distribuaient du pain, cette politique a redonné du sens. Le riz n'est plus une marchandise, mais un miroir social. Et chaque champ récolté devient une métaphore de liberté. Le gouvernement burkinabé a tracé une feuille de route claire pour consolider la souveraineté alimentaire. 5 étapes structurent cette marche vers l'autonomie durable. D'abord, renforcer la recherche locale. Des partenariats entre universités du Sahel et centres vietnamiens visent à développer de nouvelles semences adaptées aux climats arides. L'objectif est d'atteindre 6 tonnes par hectare d'ici 2030. Ensuite, moderniser la logistique. 3 ports régionaux, Abidjan, Lomé et Cotonou, seront interconnectés avec des corridors sans droit de douane pour les exportations agricoles AES. Les nouvelles voies ferrées en construction réduiront de 30% le coût du transport. Puis, financées par le sol, non par la dette, le ministère des Finances a converti 20% du service de la dette nationale en un fonds permanent d'irrigation. Chaque dollar autrefois envoyé au FMI finance désormais des canaux et des pompes solaires. Après cela, décentraliser la gouvernance. Le Conseil de souveraineté alimentaire tournera tous les 2 ans entre les pays membres pour éviter toute concentration de pouvoir et favoriser la transparence. Enfin, mesurer le succès autrement. Les indicateurs prioritaires ne seront plus le PIB ni la notation de crédit, mais le taux de sécurité alimentaire et la résilience communautaire. Ibrahim Traoré insiste sur cette approche. Le futur ne se négocie pas à Washington. Il se cultive ici, dans nos champs. Cette phrase résume la philosophie du projet. Une indépendance pratique, patiente et mesurable. Le modèle AES ne cherche pas à défier le monde, mais à s'y redéfinir. Sous le même soleil qui a vu naître l'accord, les champs du Sahel bruissent comme une mer tranquille. Ibrahim Traoré s'avance, tenant dans sa main un bol de riz doré, le même qu'il avait brandi devant l'Assemblée nationale 2 ans plus tôt. Autour de lui, les agriculteurs rient, les enfants courent, et les drapeaux rouges et verts se mêlent aux tiges balançantes. Le symbole revient là où tout a commencé, dans le geste simple de nourrir. Ce n'est plus une politique, c'est une mémoire vivante. Chaque grain rappelle les saisons de lutte, chaque sac porte la trace des mains qui ont refusé d'abandonner. Dans les villages, une phrase circule, courte, claire. Nous nous sommes nourris, donc nous sommes libres, la dignité ne se crie pas. Elle se cultive, et dans le Sahel, elle pousse désormais avec la patience du riz. Cette histoire ne s'achève pas. Elle se répand d'un champ à un autre, d'une génération à la suivante. Le pacte du riz n'est pas une fin, mais un commencement. Il invite chaque Africain à redéfinir la notion même de prospérité. Dans les marchés, dans les écoles, dans les foyers, une idée germe. La liberté commence par la semence. Ibrahim Traoré, dans ses discours, n'appelle pas à la confrontation, mais à la continuité. Si nous voulons la paix durable, nourrissons-nous d'abord, dit-il calmement. Ce message traverse les frontières. En Asie, on parle de coopération. En Europe, de réajustement. En Afrique, de renaissance. Chaque spectateur de cette histoire peut y trouver un écho personnel, celui du travail rendu visible, de la dignité rendue tangible. Alors, avant de fermer cette page, une question demeure. Que ferait le monde si chaque nation décidait simplement de se nourrir seule? Ce soir, dans le silence des rizières burkinabées, la réponse flotte déjà dans l'air.
portés par le vent et les voix qui murmurent. Nous n'avons plus besoin d'autorisation pour vivre.